devait mener à des élections en 2017. Mais le vieux, comme les Congolais l'appelaient aussi, n'en aura pas eu le temps. Se penche sur celle de Laurent Désiré Kabila. Nous ne sommes pas contre les Occidentaux, mais nous ne sommes pas d'accord avec eux lorsqu'ils ne veulent pas que les intérêts de notre peuple soient défendus. Son parcours est étroitement lié aux origines des multiples tensions entre la République démocratique du Congo et ses voisins, notamment le Rwanda et l'Ouganda. Si vous êtes passionné par l'histoire et encore plus par l'histoire africaine, je vous invite à rester jusqu'à la fin, car l'incroyable histoire de Laurent Désiré Kabila, c'est maintenant. Né le 27 novembre 1939 à Djadotville, l'actuel Likasi, dans le Haut-Katanga, Laurent Désiré Kabila appartient aux ethnies Luba par son père et Lunda par sa mère. Il fait ses études secondaires à l'Institut Saint-Boniface d'Elisabethville, l'actuel Lubumbashi, et selon certaines sources qui restent encore controversées, il aurait fait des études universitaires à Paris, à Belgrade ou à Dar es Salaam. Dans le contexte des mois précédents et suivant l'indépendance du Congo, Kabila adhère aux idéaux de Patrice Lumumba et se revendique même comme un fervent lumumbiste. Entre août 60 et janvier 61, il s'engage dans les rangs de la jeunesse Balou-Bakad, Jeune Bakad, l'organisation affiliée au parti Balou-Bakad qui regroupe les membres de l'ethnie Luba. Il lutte activement contre la gendarmerie katangaise dirigée par Moïse Tchombe, farouche adversaire de Patrice Lumumba. Ses talents d'orateur attirent l'attention de Jason Sendoué, chef du Balou-Bakad, qui le nomme colonel des jeunesses pour diriger les milices Balou-Bakad au Katanga. Mais après l'assassinat tragique de Lumumba le 17 janvier 61, Kabila se pose en héritier du mouvement nationaliste. Opposé au gouvernement central de Joseph Kasavubu à Léopoldville, l'actuel Kinshasa, il s'oriente vers les mouvements de résistance armée. En septembre 63, Kabila gagne en visibilité en participant à la création du Comité national de libération CNL, une organisation politique nationaliste et révolutionnaire visant à renverser le gouvernement du Premier ministre Cyril Adoula par la lutte armée. Il y occupe le poste de secrétaire général aux affaires sociales, jeunesse et sportives. Ces milices se joignent ensuite à l'insurrection menée par Pierre Moulélé, un autre lumumbiste, et en juin 64, lors de la prise d'Albertville, actuel Kalémie, par l'armée populaire de libération, Kabila est nommé vice-président d'un gouvernement provisoire qui ne durera que quelques mois. Au début de l'année 65, Kabila se replie dans la région du Kivu, où il est désigné chef des opérations militaires par un pouvoir rebelle qui contrôle alors un tiers de ce territoire. Pourtant, il passe davantage de temps dans les capitales de l'Afrique de l'Est, comme Nairobi et Dar es Salaam, qu'au cœur des combats. Lors d'une rencontre avec Che Guevara en février 65, ce dernier est initialement séduit par Kabila, mais il devient rapidement critique. Dans ses écrits, Che Guevara déplore le manque de discipline des leaders congolais, qualifiant même Kabila de chef souvent absent et plus intéressé par la contrebande que par la révolution. Entre 67 et 85, Laurent Désiré Kabila mène une double vie. D'un côté, il dirige un maquis limité autour de Evo Bora, dans le sud du Kivu, et de l'autre, il développe des activités lucratives en monopolisant le trafic d'or et d'ivoire dans cette région. Cependant, après la défaite de ses forces lors de la guerre du Moba en 85, son maquis s'effondre et Kabila disparaît de la scène publique. Certains suggèrent qu'il aurait rejoint l'entourage de John Garang, un puissant chef rebelle soudanais. Installé alors principalement à Dar es Salaam, il maintient des liens étroits avec plusieurs leaders régionaux, dont le président ougandais Yoweri Museveni. Durant la transition démocratique zaïroise de 90 à 96, ni lui ni son parti, le Parti de la Révolution populaire PRP, fondé en 67, ne participe à la conférence nationale souveraine. Kabila juge cette institution comme étant sous le contrôle absolu de Mobutu. Cependant, en septembre 96,
il fait un retour spectaculaire sur la scène politique. À Gisenyi, au Rwanda, il signe avec 3 autres figures de l'opposition zaïroise un protocole d'accord pour créer l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo Zaïre, AFDL. L'objectif est clair, renverser Mobutu Sese Seko. Mais l'AFDL, encore embryonnaire, manque de combattants et de moyens. Kabila et ses alliés comptent alors sur le soutien militaire et logistique des armées rwandaises et ougandaises. Les soutiens rwandais-ougandais reposent sur la condition qu'en cas de victoire de Kabila, il laisserait des zones d'exploitation à ses 2 voisins. Les États-Unis, qui veulent faire tomber Mobutu, appuient et soutiennent aussi cette rébellion menée par Kabila. Le 16 mai 1997, après une fulgurante avancée militaire de l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo, soutenue par des troupes rwandaises et ougandaises, Laurent Désiré Kabila est proclamé président de la République du Congo. Le pays, abandonnant son nom de Zaïre, retrouve son appellation historique, le Congo. Les symboles nationaux sont également restaurés. Le fleuve est renommé Congo, le franc congolais remplace le nouveau Zaïre comme monnaie, et l'hymne national ainsi que la devise du pays sont modifiés. À son arrivée au pouvoir, Kabila tente de former une armée congolaise, bien que celle-ci soit composée en majorité de jeunes recrues, souvent des enfants soldats, et des déserteurs des anciennes forces armées zaïroises. Toutefois, la légitimité du gouvernement de salut public qu'il met en place en juin 1997 s'avère précaire. Outre l'absence de cohésion liée à une victoire trop rapide acquise, le nouveau pouvoir est vite perçu comme étant téléguidé de l'extérieur et dirigé par des non-congolais. Les postes clés des affaires étrangères, de la sécurité nationale et de l'armée sont aux mains des Rwandais et des Ougandais. Et lorsque moins d'1 an après sa victoire, Kabila, de plus en plus lié à une influence katangaise qui monte, décide de se débarrasser de ses encombrants alliés en renvoyant chez eux en 24 heures les officiers et soldats rwandais ougandais qui l'ont aidé à s'emparer du pouvoir. Il est immédiatement confronté à une tentative de coup d'État, suivie par une nouvelle rébellion dans l'est du pays, montée et dirigée par des officiers et des soldats des armées rwandaises et ougandaises. À partir de 1998, les plaintes et revendications de Congolais sont de plus en plus grandissantes. Les Rwandais et Ougandais présents dans le pays font la loi. Ils pillent les mines, ils volent les terres. Les Congolais, abusés déjà depuis plusieurs décennies, refusent cette nouvelle oppression rwandaise et demandent à Kabila de trouver des solutions. Les accusations publiques de Kabila à l'égard du Rwanda, notamment son soutien au groupe armé M23, détériorent davantage les relations avec Kigali et Kampala. Goma est occupé, Bukavu par les rebelles, il n'y a pas de rebelles. Je vous ai dit que ce sont les Rwandais. Vous voulez que j'exprime cela en quelle langue vous comprenez que ce sont des Rwandais? Ces messieurs ont trouvé trop de miel ici. Ils veulent revenir, ils ne veulent pas quitter ce pays. Si seulement ils voulaient rester dans ce pays en respectant les autochtones, on les accepterait facilement. Mais ils viennent en conquérant pour dominer tout le monde. C'est inacceptable. Après sa rupture avec le Rwanda et l'Ouganda, Kabila adopte un régime de plus en plus autoritaire. Il nomme directement les députés, fait emprisonner plusieurs opposants politiques, dont Etienne Tshisekedi et Joseph Olenga Koy, ainsi que des journalistes. En 1999, il dissout l'AFDL et crée le Comité du pouvoir populaire, CPP. L'année suivante, en 2000, il forme un nouveau parlement de 300 députés. Mais l'insécurité persiste dans l'est du pays. Les violences des groupes armés, les exactions contre les civils et l'instabilité régionale affaiblissent son gouvernement. Parallèlement, il commence aussi à comprendre les véritables enjeux que représente son pays. Il commence à s'opposer à des ingérences américaines dans le gouvernement congolais et n'exerce plus toutes les 4 volontés de Washington. Il se dit même être ouvert à vendre de l'uranium à l'Iran pour son projet nucléaire. Il est indépendant, il veut négocier avec qui il veut.
Les tensions avec les États-Unis culminent alors que Kabila dénonce le rôle des multinationales américaines dans le pillage des ressources congolaises, souvent facilité par des rébellions soutenues par Kigali et Kampala. Dans son ouvrage Africa's Vault va Congo, the Rwanda Genocide and the Making of a Continental Catastrophe, Gérard Prunier expose comment les États-Unis, initialement alliés de Kabila, ont progressivement changé de position. À l'instar de Patrice Lumumba, Kabila devient un obstacle pour les intérêts américains au Congo et il connaîtra le même sort. Isolé politiquement et diplomatiquement, Laurent Désiré Kabila est assassiné le 16 janvier 2001 au début de l'après-midi dans des circonstances encore trop. Cet événement tragique survient exactement 40 ans après l'assassinat de Patrice Lumumba. Nous vous aimerions d'abord vous relater comment les faits se sont passés. C'était le 16 janvier 2001, nous travaillait dans ce bureau. C'est un bureau habituel qu'on appelle la Maison Blanche. Il travaillait avec l'un de ses collaborateurs, le directeur de cabinet. Voici les dossiers sur lesquels il travaillait. Et la paire de lunettes qu'il a portée ce jour-là, le stylo, tout ce qu'il a utilisé, se trouve là. On n'a rien enlevé. Et quand il était assis là-bas, il a vu quelqu'un de l'autre côté. Cette porte-là était ouverte. Il a vu un de ses gardes rapprochés. Il lui a fait signe qu'il voulait lui parler en aparté. Et alors, le connaissant, il lui a fait signe de venir. Il est entré juste à côté de musée. Malheureusement, il était armé, il avait son revolver. Il a tiré à bout portant. Alors, vous regardez ici le fauteuil, vous voyez l'impact des balles. Il y a une balle ici, et ça c'est le sang. Ça c'est le sang également. Une balle est entrée là-bas, puis l'autre ici derrière. Le président est abattu dans sa résidence, le palais de marbre à Kinshasa, par Rachidi Mizele, un ancien enfant soldat devenu membre de sa garde rapprochée. Quelques instants après l'acte, Rachidi Mizele est à son tour tué sur place par l'aide de camp du président Edi Kapent. Lors de l'enquête, une lettre retrouvée parmi les effets personnels de Rachidi Mizele soulève de nombreuses interrogations. Elle porte la signature de l'attaché militaire de l'ambassade américaine de l'époque et contient ces mots intrigants. En cas de problème, contactez ce numéro. Nous préparions le sommet France-Afrique. Émile Mota, conseiller économique de Mzé et seul témoin de l'assassinat, témoigne. Et vous êtes le seul témoin? Je suis le seul témoin et le dernier à lui avoir parlé. Effectivement. Vous parliez de quoi, ce jour-là?